Voilà, je me présente, je m'appelle Mathieu Damour. Aujourd'hui, je viens vous voir avec une double casquette que j'ai rarement l'occasion de porter. Ma première casquette, c'est celle de responsable de l'offre intelligence artificielle au sein du groupe Scalian. Et ma deuxième casquette, c'est celle de biologiste écologue, que je ne porte plus beaucoup depuis quelques temps. Je viens vous parler d'un projet qui s'inscrit dans un contexte, le projet BEPSIA. BEPSIA qui veut dire donc Bloom Event Prediction by Satellite Image Analysis. Ce projet il s'inscrit dans le contexte d'une problématique de présence de déflorescence de cyanobactéries. Alors cette problématique, elle est, je pense que pour beaucoup d'entre vous, elle est déjà bien identifiée. Le petit exercice auquel on peut se prêter régulièrement, en tout cas c'est celui que je fais, c'est d'aller regarder les actualités. Par exemple, ici chez Google. Si j'arrive à retrouver ma fenêtre. Donc très rapidement, si on regarde les blue, green, algae bloom, tous les jours ou presque, vous avez forcément l'effet démo bien connu en présentation. Manifestement, mon partage de connexion n'est pas très efficace sur l'estrade. C'est pas très grave, mais je pense que vous avez tous conscience ici de la problématique des blooms. Et effectivement, à l'échelle de la planète, on retrouve cette problématique répandue dans différents pays. Donc on a identifié cette problématique avec des partenaires, donc Watershed Monitoring en l'occurrence, qui était un partenaire qui est spécialisé, un partenaire canadien qui s'est installé également en France, dans la région de Strasbourg, et qui est identifié, qui est spécialisé dans le suivi de la qualité de l'eau justement. Et donc, fort du constat de la problématique de la multiplication de la fréquence des apparitions d'efflorescence de cyanobactéries, on a monté un projet qui avait pour vocation d'arriver à faire la prédiction de ces événements, donc ce qui est assez innovant. Et donc on a été soutenu par le CNES dans un premier temps, par deux pôles de compétitivité, Polydreos et Aerospace Valley, et finalement par l'ESA qui a cofinancé le projet que je vais vous présenter. Cette approche, donc, elle se veut être complémentaire entre différentes expertises. Donc, vous l'avez compris, Scalian sur l'intelligence artificielle, Watershed Monitoring sur la qualité de l'eau et l'ESA sur la donnée spatiale finalement. Donc l'enjeu, il est bien identifié, c'est arriver à identifier au plus tôt des événements, des fluorescences, avant qu'ils ne surviennent. Alors historiquement, la modélisation de concentration en cyanobactéries, elle est faite à partir de données terrain qu'on va aller chercher, puis on va essayer de faire de la modélisation pour arriver à prédire à courte échéance les développements des masses de cyano. Sauf que vous le savez tous, je pense, c'est quelque chose qui n'est pas très efficace aujourd'hui. C'est un vrai challenge scientifique à l'échelle du monde. De différentes universités s'y penchent et avec plus ou moins de succès, mais on sait qu'on n'arrive pas encore à uniquement utiliser la donnée terrain pour parvenir à faire une prédiction viable. Donc notre hypothèse était d'aller chercher la donnée latente, l'information latente qui est contenue dans l'imagerie satellite en multispectrale, pour arriver à voir s'il y avait suffisamment d'informations pour parvenir à faire à résoudre une petite partie de l'équation de prédiction, on va dire. Et puis, si c'est le cas, arriver à compléter notre approche initiale qui était d'utiliser de la modélisation à partir des données terrain. À l'arrivée, on cherche à mettre à disposition un service aux agences de l'eau, aux entreprises qui sont chargées de suivre la qualité de l'eau, par exemple, aux usagers également, aux agriculteurs, par exemple, également, qui veulent savoir si l'eau qu'ils utilisent pour abreuver leur bétail, les gens qui vont, donc les agences de tourisme qui vont superviser un lac également pour des activités de loisirs en été, par exemple, de l'eau de consommation également, si cette eau peut être utilisée en tout cas, si elle est sans risque pour les consommateurs de cette eau. Puisque c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais les cyanobactéries libèrent lors de ces efflorescences, donc lors de cette prolifération massive, peuvent libérer des cyanotoxines qui ne sont pas traitées par les systèmes de puisage de l'eau. Aujourd'hui, ce sont des molécules très fines qui vont réussir à passer le contrôle. Donc le rayonnement UV ne les dénature éventuellement, mais souvent elles arrivent à passer jusqu'au robinet. Donc voilà, l'enjeu de ce que je vais vous présenter, c'était d'arriver à prévenir les impacts sanitaires, environnementaux et économiques d'un phénomène biologique à haut potentiel toxique. Un dernier élément de contexte, les cyanobactéries, encore une fois, je pense que beaucoup d'entre vous le savent déjà, sont des organismes qui sont parmi les premières formes de vie qui sont apparues sur la planète. Elles sont excessivement importantes d'un point de vue écologique. C'est un phénomène naturel d'avoir des proliférations de cyanobactéries, il n'y a rien d'alarmant en soi. Mais par contre, ce qui est alarmant, c'est la multiplication, la hausse de la fréquence de ces événements sur les plans d'eau douce liés, d'après les études les plus récentes, à un contexte de bouleversement climatique et d'eutrophisation
massive aujourd'hui, d'eutrophisation massive par des activités anthropiques. Donc notre approche avec l'ESA, c'était de passer par une étude de faisabilité qui avait pour vocation, je vais me pousser un peu, qui avait pour vocation de traiter 3 activités. Une étude de marché, déjà pour tester la viabilité de notre approche d'un point de vue commercial, parce qu'il ne s'agit pas juste de faire un projet de R&D, mais bien d'avoir un produit, un service à l'arrivée qui soit commercialisable. Dans cette phase d'étude de faisabilité, on avait aussi un état de l'art et une étude documentaire pour un petit peu se mettre au diapason de la communauté scientifique et voir si notre approche était également viable scientifiquement parlant, et puis de produire un démonstrateur, ce que je vais commencer à vous montrer dans quelques instants. Donc là, on arrive à la fin de ce projet-là, donc il a commencé en avril 2021, on arrive à la fin, donc on va présenter nos résultats à l'ESA dans le mois qui va venir, en gros, hein, mi-novembre. Et on commence à préparer la phase suivante, qui est la phase d'industrialisation, pour lesquelles on va rechercher naturellement des financements et des partenaires qui seraient intéressés par rejoindre le consortium qu'on est en train de monter. Donc voilà, si vous êtes intéressés, je fais un peu de pub. N'hésitez pas à venir me voir après, à l'heure du repas. Je serai avec plaisir que je vous présenterai davantage le projet. Et ensuite, la phase 2, enfin, la dernière phase sera la commercialisation de ce qu'on aura développé. Alors oui, je ne le mentionne pas, mais en fait, pour le projet, pour en dire un peu plus techniquement, mais très rapidement d'ailleurs, je pense que je vais pouvoir utiliser la prochaine slide qui est plus focus sur le marché. Notre ambition est d'utiliser les images issues de différents guichets, donc naturellement l'ESA, la NASA également, donc le programme Sentinel-2 et Landsat 8, et d'aller extraire des différentes bandes spectrales disponibles de l'information. Ce qu'on voulait faire, notre ambition de base, était de se concentrer sur les données proches de l'infrarouge et de l'infrarouge. Ce qu'on allait chercher, comme c'est un processus biologique quand même qui est relativement bien identifié, bien connu, même s'il y a encore plein de choses à découvrir, on savait que la température, en tout cas, était un bon indicateur des différents inputs qui rentrent dans la compréhension du dynamisme du développement de ces cyanobactéries. Mais bon, on ne s'est pas cantonné uniquement à cette bande spectrale, on a vu large. Donc l'idée de ce service, c'est de se raccorder aux différents guichets qui fournissent l'imagerie spatiale, donc c'est ce qu'on a mis en place, de développer un service qui soit hébergé sur nos serveurs. Ce serveur est attaqué par un distributeur qui est notre partenaire, Watershed Monitoring, donc en l'occurrence qui est cette entreprise qui fournit ce service d'accompagnement, d'aide à la décision également autour du suivi de la qualité de l'eau, qui gère les données de qualité de l'eau de ses clients et qui va pouvoir redistribuer ce service auprès de nos clients qui ont été identifiés comme étant des agences de l'eau, des autorités locales, des associations, des entreprises ou directement des utilisateurs finaux qui seront donc des propriétaires, des opérateurs, des médias, des clients divers. 3 chiffres que j'ai mis en bas qu'on retrouve, le fameux 430 dont on a parlé tout à l'heure. On avait évalué donc à 430 le nombre de points d'eau de taille pertinente en France. Donc vous avez compris que c'est une problématique mondiale. Aujourd'hui, on a beaucoup travaillé avec le Canada. On cherche à s'intéresser davantage à la France. On sait qu'aujourd'hui, 34% de la ressource en eau potable pour la consommation française métropolitaine peut être impactée par ce phénomène de déflorescence de cyanobactéries. Et donc, ce qui représente un marché donc, de l'ordre de 430 points d'eau. Et aujourd'hui, la fourchette de montant allouée à la protection de la ressource en eau potable, elle est de 3 à 18 millions d'euros par an. Voilà, c'est un peu le contexte dans lequel on se situe. Je ne vais pas prendre trop de temps sur cette slide-là parce qu'elle n'est pas finalement, il y a peu d'informations pertinentes à mettre en avant, mais dans notre montage actuel, on a découpé notre projet en 3 grandes étapes sur la phase suivante. Donc, on va refaire une passe sur l'apprentissage dans le sens où aujourd'hui on s'est concentré sur l'utilisation de données satellitaires pour extraire de l'information. Demain, on veut rajouter de la donnée terrain, donc être capable d'aller chercher la donnée au plus proche des sondes qui produisent la donnée, au plus proche des entreprises ou des agences de l'eau, peu importe, qui sont là pour requêter de l'information, et créer un assemblage de modèles hétérogènes qui sachent combiner l'information spatiale et l'information terrain dans un nouveau service qui sera déployé, donc, comme je l'ai dit, dans nos serveurs, et poussé ensuite à destination des utilisateurs finaux, via Watershed Monitoring. Bon, je ne passe pas beaucoup plus de temps dessus, on pourra peut-être sur le temps de questions-réponses y revenir. En termes de résultats, c'est peut-être plus ça qui vous intéresse. Donc aujourd'hui, on est parti on a commencé notre travail sur des modèles random, donc des modèles où on savait qu'il y aurait peu de résultats intéressants à l'arrivée.
Et on a après travaillé sur les architectures de nos réseaux de neurones, on a travaillé sur le pré-traitement également, donc toutes les correctifs qu'on va pouvoir faire sur les images avant de les donner en ingestion au réseau de neurones. Et on obtient aujourd'hui un rappel de 97%, c'est-à-dire que sur l'ensemble des blooms à détecter dans notre jeu de test, on arrive à en détecter 97% avec notre solution en jeu de test. Cependant, on a encore, et c'est ce qui est à améliorer demain, c'est qu'on a encore un risque que 39% de la prédiction soit une fausse alarme. 39%, c'est un nombre assez conséquent, mais ça veut dire quoi finalement ce résultat? C'est que sur l'ensemble des informations qui est susceptible d'être contenue dans une image spatiale, on est capable d'aller la chercher, en tout cas cette information, pour alimenter notre modèle de prédiction. Et comment faire réduire le 39% de fausses alarmes en allant chercher la donnée terrain qu'on utilisait jadis en approche classique. Et c'est là notre enjeu, c'est d'aller finir notre système en faisant ce système hybride dont je parlais tout à l'heure. En termes de solutions, du coup, au-delà des résultats sur les algos, on a également mis en place un démonstrateur. Démonstrateur qui va être du coup ici. Ici. Est-ce que j'ai mis un zoom possiblement? Non, je suis à 100%. Alors sur un très grand écran, c'est marrant, ça m'a mis les différentes parties du lac les uns en dessous des autres. Je vais dézoomer un petit peu. OK. Donc vous avez ici un service web qui est assez semblable à ce qu'on a vocation à commercialiser à terme, qui s'intégrera dans la plateforme Enki. Donc Enki étant la plateforme de gestion des données de la qualité de l'eau qui est proposée par le partenaire Watershed Monitoring. Et donc ce démonstrateur-là ici, il a plusieurs fonctionnalités. Il vous permet d'ajouter des plans d'eau que vous souhaitez monitorer. Et pour chacun des points d'eau qui est renseigné par des coordonnées géographiques que vous connaissez, le système va aller immédiatement requêter les images spatiales afférentes à ce point de coordonnées spatiales et appliquer l'algorithme dessus pour fournir une prédiction sur le risque d'occurrence d'un événement d'efflorescence de cyanobactéries. Donc c'est intéressant de le faire lorsqu'une nouvelle image arrive dans la base de données. C'est aussi intéressant de le faire sur le passé, donc regarder en arrière, et de faire le suivi aussi des efflorescences présumées d'après le modèle qui ont pu arriver sur un point donné si vous n'avez pas eu l'occasion de faire ce travail-là in situ par des personnes qui auraient fait un suivi quotidien. Puis c'est aussi intéressant pour aussi faire des retours d'évaluation sur le modèle, pour voir si effectivement le modèle a plutôt de bonnes performances ou pas. Donc là concrètement, sur cette page-là, on voit que mon modèle peut être rafraîchi dans la mesure où la dernière mise à jour date du 7 juillet. C'était donc en l'occurrence, on me disait, la dernière image qui a été analysée était contenait une couche de nuages trop importante pour faire la prédiction. Donc si je fais un refresh, hop, donc là il me dit que à la date du 12 octobre 2021, donc l'analyse qui a été faite sur le 12 octobre 2021, on a un bloom qui est prédit, donc on va aller voir ça. Alors il faut encore, j'ai l'impression que l'affichage sur un très grand écran a un peu modifié la taille de mes tickets. Ok, donc je lance une prédiction sur le ticket pour le lac Saint-Charles Nord. Lac Saint-Charles, c'est le principal réservoir d'eau potable de la ville de Québec, donc la capitale provinciale de la province québécoise au Canada. Et c'est notre terrain d'étude pour l'information dans la mesure où c'est un lac qui est monitoré très fidèlement, très finement, avec un protocole extrêmement strict depuis plus de 10 ans. Donc on a pu avoir accès à ces données-là grâce à notre partenariat, et ce qui nous a permis d'entraîner le modèle notamment sur ce lac, puis sur un ensemble de lacs de la région, enfin de la province de l'Alberta. Pour la petite histoire. Et donc ici, ça prend cette forme-là. Donc on voit ici que le gestionnaire a choisi de monitorer en particulier cette zone-là du lac Saint-Charles, donc au niveau du nord du lac Saint-Charles. Et on a sur des prédictions, ici on est sur une image qui est donc plutôt nuageuse en l'occurrence. La dernière prédiction avant ça, c'était les 7 et 8 octobre, où on voit ici donc une alerte plutôt de bloom, qui a été prédit à partir des images qui sont arrivées, bien évidemment, avant, sinon ce n'est pas une prédiction, avant le 7 et 8 octobre. Et avant ça, le premier, donc vous avez un carré au 1er octobre qui est, lui, plus foncé, qui veut dire ici, pas de prédiction, on a analysé l'image, et du point de vue du modèle, l'analyse d'image ne lance pas une alerte sur le risque d'une occurrence ce jour-là. Donc l'idée d'avoir, pour le gestionnaire, la possibilité de naviguer dans le temps,
et de voir d'un point de vue calendaire l'ensemble des événements qui ont pu avoir lieu sur le territoire qu'il supervise, et voilà, de pouvoir faire un contrôle vraiment dans le temps. Alors si je reviens à ma présentation. La suite, du coup. La suite, je vous en ai parlé déjà un petit peu en amont. On est sur un projet, donc un démonstrateur qui a été basé sur une étude de marché. Donc on a interrogé nos futurs clients pour savoir ce qui les intéresserait dans ce type d'outils. Donc ça a pris la forme d'un ensemble de spécifications qui sont concrétisées par le développement que je vous ai montré à l'instant. Une petite partie de ce que je vous ai montré en tout cas. Donc la suite pour nous, c'est d'aller nous appuyer sur les résultats de cette étude de marché, de notre travail sur l'état de l'art, de notre travail sur le modèle, et d'aller chercher le modèle hybride dont je vous ai parlé juste en amont. Donc il y a un gros travail R&D qu'on veut porter avec des partenaires. Et puis, franchement, se positionner sur une démarche de commercialisation. Donc, c'est-à-dire qu'on veut attaquer le marché français, mais pas seulement. On veut pouvoir, on parlait du Canada il y a quelques instants, parce que le marché est assez demandeur au Canada également. Et comme c'est une problématique qui touche, encore une fois, à peu près l'ensemble du globe, sauf sur des territoires où les cyanobactéries sont un peu moins actives, voilà, on a le sentiment que ça vaut le coup d'y aller à plusieurs et de porter le sujet conjointement. Donc, encore une fois, n'hésitez pas. Et puis, si vous avez des questions, c'est avec plaisir. Merci.